Shank 1. Bonjour à tous et bienvenue dans une autre vidéo de notre chaîne Hot News. Dans cet hommage d'aujourd'hui, nous allons mettre lumière les célébrités américaines décédées aujourd'hui, ainsi que d'autres personnalités notables du monde entier qui nous ont quittés ces derniers jours. Avant de commencer, nous sollicitons votre soutien. Veuillez aimer cette vidéo. Cela compte vraiment beaucoup pour nous et aide à maintenir ces histoires importantes vie. Merci d'être ici avec nous. Commençons maintenant. 1. Le légendaire maître de l'accordéon Tarano est décédé jeudi soir, entouré de sa famille. Jiménez a dominé la musique Tex-Mex pendant 70 ans, collaborant avec Bob Dylan, les Rolling Stones et Dwight Yoakam. Son son d'accordéon caractéristique a défini tout un genre. Le natif de San Antonio a remporté 6 Grammy, dont un prix pour l'ensemble de sa carrière 2015. Son album Partners a été intégré au registre national des enregistrements de la Bibliothèque du Congrès. Après avoir été hospitalisé janvier pour un problème de santé, son état s'est détérioré. La famille a annoncé son décès sur les réseaux sociaux. Il était entouré de ses proches et manquera énormément. Jiménez a fait passer la musique conjunto des salles de danse texanes aux scènes internationales, influençant d'innombrables musiciens. Son père, Santiago Jiménez, Senior, a été le pionnier du genre, mélangeant les polkas allemandes aux traditions mexicaines. Le virtuose de l'accordéon est resté fidèle à ses racines de San Antonio, tout devenant le musicien incontournable pour tout artiste souhaitant une saveur Tex-Mex authentique. Son héritage perdure à travers la musique qu'il a toujours décrite comme allègre, heureux. Une véritable icône de la musique américaine est étalée. 2. Le cerveau derrière, le facteur Joly et Peipo est décédé. Alan Alberg a transformé la littérature pour enfants avec plus de 150 livres qui se sont vendus à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Travaillant aux côtés de sa femme illustratrice Janet, ils ont créé des classiques bien-aimés tels que Hitch Pitch Pear Plum, Burglar Bill et la série Funny Bones. Né à Cudan en 1938, le parcours d'Alberg vers la gloire a été atypique. Adopté dans une famille ouvrière, il a travaillé comme facteur et fossoyeur avant de devenir enseignant. C'est à l'école normale qu'il a rencontré Janet. Une rencontre qui allait changer à jamais la littérature pour enfants. Si je n'avais pas rencontré Janet là-bas, je n'aurais peut-être jamais pu devenir écrivain. Alberg a dit un jour, « Leur partenariat a commencé lorsque Janet lui a demandé d'écrire des histoires pour ses œuvres. Ce qui a commencé comme une simple demande est devenu de la magie littéraire. » Chunk 2. Après les premiers refus, leur percée est survenue avec le vieux livre de blagues 1976. Le succès a suivi avec des livres innovants comme Le facteur Joly, qui s'est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires, avec de vraies lettres que les enfants pouvaient retirer des enveloppes. La tragédie a frappé 1994, lorsque Janet est décédée d'un cancer du sein à seulement 50 ans. Alan a continué à écrire, collaborant avec d'autres illustrateurs, et finalement sa fille, Jessica. Son dernier livre, Under the Table, a été publié 2024. Le monde littéraire a perdu un véritable pionnier qui a compris que les meilleures histoires pour enfants durent éternellement. 3. La mère du méga-pasteur Joel Osteen est décédée après une vie de foi incroyable. Dolores Dodie Osteen est décédée paisiblement à son domicile de cause naturelle. Son célèbre fils a annoncé mercredi, connue sous le nom de Mama Dodie par des millions de personnes dans le monde entier, elle a cofondé ce qui est devenu la plus grande église d'Amérique, avec son mari John, 1959. Commençant dans un magasin d'alimentation abandonné à Houston, les Osteen ont transformé l'église Lakewood, un phénomène mondial, atteignant 100 pays grâce à la télévision. Leur service hebdomadaire attire maintenant 52 000 personnes et des millions lignes. Mais l'histoire la plus remarquable de Dodd, survivant à un cancer phase terminale à 44 ans,
lorsque les médecins lui ont donné quelques semaines à vivre. 1981, diagnostiquée avec un cancer du foie métastatique, elle a refusé la chimiothérapie et a plutôt revendiqué la guérison divine. Elle a vécu 47 ans de plus, écrivant des livres à succès sur son expérience. « Je ne suis que Dodi, une dame qui aime Dieu et les gens », a-t-elle dit un jour, bien qu'elle soit la mère de 5 enfants tous dans le ministère. Après la mort de J.D. en 1999, Dodi a poussé son fils réticent, Joël, à prendre la relève tant que pasteur, malgré son manque d'expérience prédication. Cette décision a créé l'un des télévangélistes les plus reconnus au monde. Il y a 3 semaines, elle est apparue dans une vidéo YouTube avec sa fille April, discutant de la prière pour les enfants. Son message final parlant de la vie et non de la mort pour la prochaine génération. Une véritable matriarche dont l'héritage s'étend sur des générations. 4. Paul Mario Day. La voix avant Bruce Dickinson est décédé. L'homme qui a chanté pour la première fois pour ce qui allait devenir l'un des plus grands groupes de métal est décédé paisiblement dans sa maison australienne après avoir lutté contre le cancer. Le parcours de Day avec Iron Maiden a commencé en 1975 lorsque le bassiste Steve Harris a recruté le jeune homme de 19 ans, mais son mandat a duré moins d'1 an. Renvoyé octobre 1976 pour son manque de charisme et d'énergie sur scène. Day a regardé Iron Maiden devenir une superstar mondiale sans lui. Quand je chantais dans Iron Maiden, c'était un nouveau groupe de pub et personne ne voulait les voir ou les entendre. Day a déclaré plus tard. Nous étions tous des inconnus essayant de faire la meilleure musique possible. Après Maiden, Day a formé Moore, un nouveau groupe de heavy metal britannique qui a joué au légendaire Monsters of Rock Festival de 1981 aux côtés d'AC/DC et Whitesnake. Il a également dirigé Wildfire et a ensuite rejoint une suite réformée. Chunk 3. Day a affirmé avoir coécrit Strange World d'Iron Maiden, mais n'a jamais été crédité, une controverse qui l'a hanté pendant des décennies, bien qu'il se soit accommodé dans ces dernières années, disant que tout allait bien ce qui concerne cela. Iron Maiden a rendu hommage, le qualifiant de personne adorable et de bon camarade. L'histoire de Day prouve que parfois, être le premier ne garantit pas d'être rappelé, mais sa place dans l'histoire du métal est assurée. La voix originale d'Iron Maiden a disparu, mais son héritage dans le métal britannique perdure. 5. La mort soudaine d'Aboud-Boul choque Hollywood. L'acteur israélien s'est effondré mardi après avoir nagé à Tel Aviv Beach. Malgré les efforts de réanimation, il n'a pas pu être ranimé. Aboud-Boul a joué le scientifique russe condamné dans The Dark Knight Rises. Ses crédits hollywoodiens incluent Body of Lies avec Leonardo DiCaprio, Munich avec Steven Spielberg et Rambo 3 avec Stallone. Le public américain le connaissait sous le nom David Drexler, le seigneur de la drogue impitoyable dans Snowfall de FX. Sa performance complexe au cours de 5 saisons a été inoubliable. Né Israël, il a surmonté une enfance difficile pour bâtir une carrière couvrant plus de 100 films et émissions de télévision. Il a remporté de nombreux prix, dont le prestigieux prix OIR. À sa mort, il préparait son projet de rêve, coécrivant, réalisant et jouant dans Jacob's Dream sur un tueur à gages israélien à Los Angeles. L'homme de 60 ans laisse derrière lui sa femme Shir et 4 enfants. Le ministre de la Culture israélien l'a qualifié d'icône qui a laissé une empreinte profonde sur la culture israélienne. Des scènes de Tel Aviv aux superproductions hollywoodiennes, Aboud-Boul a apporté de l'authenticité à chaque rôle. Sa présence robuste à l'écran l'a rendu inoubliable. Qu'il joue des soldats, des criminels ou des anti-héros complexes, un talent polyvalent parti trop tôt. 6. Tom Lehrer a choqué le monde avec des chansons d'une noirceur brillante qui ont fait rire tout le monde. Le mathématicien devenu satiriste est décédé samedi à son domicile de Cambridge.
Pendant des décennies, son esprit vif comme un rasoir a ciblé tout, de la guerre nucléaire à l'Église catholique. Un prodige de Harvard qui a obtenu son diplôme de mathématiques à seulement 18 ans. Tom Lehrer, mathématicien et auteur-compositeur-interprète, connu pour sa satire colorée, est décédé à 97 ans. PBS News. Lehrer a commencé à écrire des chansons pour divertir ses amis. Son premier album de 1953, Songs by Tom Lehrer, s'est vendu à un demi-million d'exemplaires, enregistré une seule session pour seulement $40. Chunk 4. Ses succès les plus célèbres, Poisoning Pigeons in the Park, The Vatican Rag et The Elements, où il a chanté tout le tableau périodique sur un air de Gilbert et Sullivan. Du pur génie. Bizarre. Alianovitch l'a appelé mon dernier héros musical vivant. L'auteur-compositeur satirique Tom Lehrer est décédé à l'âge de 97 ans. NPR et a crédité Lehrer comme une influence majeure. Il a été le pionnier de la comédie musicale qui a inspiré des générations. Mais voici le rebondissement. Lehrer a grande partie abandonné la musique dans les années 1960 pour retourner enseigner les mathématiques. Tom Lehrer, satiriste et mathématicien, est décédé à 97 ans. CNN. Il a dit avec sa célèbre phrase qu'il ne prêchait pas aux convertis, mais qu'il titillait les convertis. 2020, il a cédé gratuitement toutes ses chansons au domaine public. Tom Lehrer, satiriste influent avec un public culte, est décédé à 97 ans, disant aux fans « Servez-vous et ne m'envoyez pas d'argent ». Et l'homme qui a fait rire des millions de personnes des moments les plus sombres du monde laisse derrière lui un héritage incroyable. Des salles de conférences de Harvard à l'histoire de la comédie, Tom Lehrer a prouvé que la brillance se présente sous de nombreuses formes. 7. Junior Edwards, un membre original de la distribution, est décédé. Son petit-fils, Little Willie, a annoncé la nouvelle sur Facebook. Repose paix, Paupa. Tu vas nous manquer énormément. Plus tôt ce mois-ci, Willie a demandé aux fans de prier, révélant « Mon grand-père a des problèmes de santé. Nous avons besoin d'un miracle. » Et il a confirmé plus tard que son grand-père était décédé à la maison après avoir lutté contre un cancer du côlon. Junior était la pierre angulaire de Swamp People depuis le premier jour. Il a joué dans les 6 premières saisons de 2010 à 2015 aux côtés de son fils Willie et de son petit-fils, apparaissant dans 100 épisodes au total. Après son départ 2015, il est revenu pour la saison 12 2021. Le légendaire chasseur d'alligators était célèbre pour avoir ramené des prises monstrueuses. Sa costard Ashley Dead Eye Jones l'a qualifié de l'un des plus grands chasseurs d'alligators qui soit et d'un véritable homme de plein air inconditionnel. Quand il a quitté la série 2015, Junior a déclaré « Nous n'avons jamais rien demandé. Nous avons gagné notre vie grâce au bayou, toute notre vie. Nous n'avons pas besoin de caméra », prouvant que ses racines marécageuses étaient plus profondes que la célébrité télévisée. Né et élevé dans le bassin d'Achafalaya, Louisiane, Junior représentait la culture cadienne authentique et les méthodes traditionnelles de chasse à l'alligator transmises de génération en génération. Chunk 5. L'héritage de la famille. Edward se poursuit dans Swamp People, mais la présence plus grande que nature de Junior manquera profondément aux fans du monde entier. Hui, l'icône qui a fait entrer la lutte dans le courant dominant, est décédé. Hogan a subi un arrêt cardiaque à son domicile Floride jeudi matin. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais a été déclaré mort à 11h17 d'une crise cardiaque. Né Terry Blair, Hogan a lancé Hulkamania dans les années 1980, devenant la plus grande star de la lutte. Il a été la tête d'affiche de 8 WrestleMania et a remporté 6 championnats WWE. Son slogan
Qu'allez-vous faire quand Hulkamania se déchaînera sur vous? Est devenu légendaire dans les années 1990. Il a choqué les fans devenant un méchant tant que Hollywood Hogan, à la tête du nouvel ordre mondial, qui a contribué à vaincre la WWE dans les classements pendant 83 semaines consécutives. Hogan a lutté contre des problèmes de santé pendant des années, révélant qu'il avait subi 25 opérations chirurgicales au cours de la dernière décennie, dont 10 opérations au dos et de multiples arthroplasties. Au-delà de la lutte, il a joué dans Rocky III et Hogan Knows Best. Récemment, il a soutenu Trump à la convention républicaine de 2024. La WWE l'a qualifié de lutteur le plus reconnu de l'histoire. Il laisse derrière lui sa femme Sky et ses enfants, Brooke et Nick. Des entraînements, des prières et des vitamines aux méchants hollywoodiens. Hogan a transformé la lutte en divertissement mondial. L'homme qui a fait croire à des millions d'enfants aux héros est parti. Mais Hulkamania vit pour toujours. 9. La plus grande voix de jazz de Grande-Bretagne a été réduite au silence. Dame Cleo Lane est décédée le 24 juillet à son domicile Angleterre. La célèbre chanteuse possédait une gamme vocale extraordinaire de 4 octaves, passant des graves rauques aux aigus éthérés seulement 44 secondes. Le Sunday Times de Londres l'a qualifiée tout simplement de la meilleure chanteuse au monde. Née 1927, elle a commencé à se produire à l'âge de 3 ans. À 24 ans, elle a auditionné pour le groupe du saxophoniste John Dankworth. « Je pense qu'elle a quelque chose », a-t-il dit à ses camarades de groupe. « Quelque chose ? Je pense qu'elle a tout », est venue la réponse. Elle est devenue la seule chanteuse nominée au Grammy dans les catégories jazz, pop et classique. Son Grammy a été remporté 1985 pour Cleo à Carnegie. Chunk 6. Elle a conquis Broadway avec Le mystère d'Edwin Drew, obtenant une nomination au Tony. Son triomphe dans le West End, Showboat, a été joué 9 Dwinton. Sa performance la plus déchirante a eu lieu 2010, lorsque son mari John est décédé quelques heures avant un concert. Elle s'est quand même produite, ne le disant qu'au public après, parce que c'est ce qu'il aurait voulu, nommée Dame Commander, 1997. Elle laisse derrière elle ses enfants Jackie et Alec, tous deux musiciens qui perpétuent son héritage. Une voix qui a traversé les genres et les générations est à jamais réduite au silence, mais son incroyable gamme perdure. 10. L'homme derrière Beloved Movie Magic est décédé. Don Zimmerman est décédé le 24 juillet à son domicile de Studio City. Les monteurs de cinéma américains ont confirmé son décès. Sa percée est survenue avec Coming Home de 1978, mettant en vedette Jane Fonda et Jon Voight, qui lui a valu une nomination aux Oscars pour le meilleur montage. Surnommé Big D, Zimmerman a servi dans l'Air Force pendant la guerre du Vietnam avant d'occuper des emplois occasionnels. Un ami lui a recommandé d'essayer le show business tant qu'assistant, ce qui l'a amené au montage sonore. Il a commencé 1969 tant que monteur stagiaire sur des films légendaires comme Le Parrain, Little Big Man et Harold et Maude. Son partenariat avec le réalisateur Hal Ashby a lancé sa carrière. L'impressionnant CV de Zimmerman comprend Rocky III, Rocky IV, Being There, Night at the Museum, The Naughty Professor, Galaxy Quest, Ace Ventura et Men in Black 3. 2023, il a reçu le Career Achievement Award des American Cinema Editors. « J'ai appris que c'est surtout votre instinct », a-t-il dit. Surtout, dites toujours la vérité. Il laisse dans le deuil sa femme Donna, 5 enfants dans le divertissement et 7 petits-enfants. Un artisan hollywoodien dont l'art invisible a rendu les films inoubliables. Des drames de guerre aux comédies à succès, l'homme derrière Feel So Good est décédé. Chuck Mannion est décédé paisiblement dans son sommeil à son domicile de Rochester le 22 juillet. Sa famille a confirmé la nouvelle. Né 1940 de parents italo-américains qui possédaient une épicerie, Mannion a commencé avec le piano avant de passer à la trompette après avoir regardé Young Man with a Horn.
Avec son frère Gap, il a formé un groupe de lycée et a joué des sessions avec Dizzy Gillespie et Miles Davis. Il a rejoint les Jazz Messengers d'Art Blakey, occupant le siège de trompette occupé par des légendes comme Clifford Brown et Lee Morgan. À Eastman School of Music, il a découvert le flugelhorn. Il était plus sombre et plus doux que la trompette. Son plus grand succès, Feel So Good, a atteint la 4e place du palmarès Billboard 1978, passant 25 semaines dans les charts. La version complète a duré près de 10 minutes. Chunk 7. Current Biography l'a qualifié de l'air le plus reconnu depuis Michel des Beatles. Il a composé Give It All You Got pour les Jeux Olympiques d'hiver de 1980 et l'a interprété direct lors de la cérémonie de clôture. Les générations suivantes l'ont connu grâce à King of the Hill, où il s'est joué lui-même, tant que porte-parole de Megalomart. Lauréat de 2 Grammys sur 14 nominations 60 ans et plus de 30 albums. Un génie du jazz qui a rendu le flugelhorn cool. Le prince des ténèbres a tiré sa révérence. Ozzy Osbourne est décédé mardi matin, entouré de sa famille. Son communiqué de presse se lit comme suit. C'est avec une tristesse plus profonde que les mots ne peuvent l'exprimer que nous devons vous annoncer que notre bien-aimé aussi est décédé. Son décès survient seulement 17 jours après son concert d'adieu avec Black Sabbath à Villa Park à Birmingham, où plus de 40 000 fans ont assisté à sa dernière performance. Incapable de se tenir debout raison de la maladie de Parkinson, il s'est produit assis sur un trône noir. Né 1948, Osbourne a cofondé Black Sabbath 1968 et a été le pionnier du heavy metal dans les années 1970. Après avoir été renvoyé 1969, sa carrière solo avec Blizzard of Oz a connu un succès massif. L'incident de la morsure de chauve-souris à Des Moines 1982 est devenu légendaire. Il a affirmé qu'il pensait que c'était du caoutchouc. Sa télé-réalité, The Osbournes, a remporté un Emmy 2002, le présentant à de nouvelles générations. Diagnostiqué avec la maladie de Parkinson 2003, mais l'a révélé publiquement 2020. 2025, il avait perdu sa capacité à marcher, mais a continué à se produire, vendant plus de 100 millions d'albums. Il a été intronisé au Rock Hall à 2 reprises, avec Sabbath 2006 et Solo 2024. Le parrain du heavy metal laisse derrière lui un héritage incroyable. Le fils bien-aimé de la télévision américaine est décédé tragiquement. Malcolm Jamal Warner est décédé dimanche dans une noyade accidentelle, alors qu'il était vacances avec sa famille au Costa Rica. Il a été pris dans un courant d'arrachement alors qu'il nageait à Cox Beach. Des passants ont essayé d'aider, mais il a été déclaré disparu par la Croix-Rouge costaricienne. Une autopsie a confirmé que la cause était la noyade. Warner est devenu célèbre tant que Theodore Theo Huxtable dans le Cosby Show de 1984 à 1992, obtenant une nomination aux Emmy tant que seul fils. Il a dit un jour que la série avait eu un tel impact sur la culture américaine et dans le monde entier sur la façon dont les Noirs se voyaient eux-mêmes. Après Cosby, il a joué dans Malcolm et Eddie avec Eddie Griffin de 1996 à 2000, puis a lu Entre les lignes avec Tracy Ellis Ross de 2011 à 2015. Ses crédits récents incluent The Resident, Major Crimes et 911. Il était également poète et musicien, restant humble malgré sa célébrité. Son ami Kevin Powell a dit « Vous n'auriez jamais su qu'il était une grande star enfant. » Chunk 8, Tracy Ellis Ross, lui a rendu hommage. Quel acteur et ami tu étais! Chaleureux, doux, présent, gentil, attentionné, profond, drôle, élégant. Warner laisse dans le deuil sa femme et sa fille. Une fin choquante pour la vie d'un artiste bien-aimé. L'homme qui a révolutionné les bandes sonores de films est décédé. Bodkar est décédé le 20 juillet à Santa Barbara des suites de complications après une intervention médicale de routine. Entouré de sa famille,
Carr a commencé comme musicien rock dans One-Eyed Jacks, avant de découvrir et de gérer le groupe légendaire Kansas à travers ses jours de gloire. Il a également produit leur documentaire de 2015, Miracles Out of Nowhere. Dans les années 1980, Carr est devenu superviseur musical, alors que les studios externalisaient rarement l'acquisition de chansons. Son premier film a été The Terminator 1984, qui est devenu un succès mondial. Il a formé un partenariat légendaire avec Oliver Stone, agissant tant que superviseur musical sur tous les films de Stone depuis Salvador 1986, notamment Platoon, Wall Street, The Doors, JFK, Natural Born Killers et Snowden. Ses autres crédits notables incluent Hit, Twister, Hotel Rwanda, Donnie Brasco, 7 Years in Tibet et Whoers. Il a supervisé la musique pour plus de 100 films au cours de ses 30 ans de carrière. Tant qu'agent musical, il a représenté Cream, James Taylor, Bob Seger, Carole King et Eric Clapton. Carr laisse dans le deuil sa femme depuis 55 ans, Jan, et 3 enfants. Un visionnaire qui a transformé la façon dont la musique améliore la narration à l'écran. Un visage familier de l'âge d'or de la télévision est décédé. Tom Troop est décédé le 20 juillet à son domicile de Beverly Hills de cause naturelle, seulement 5 jours après son 97e anniversaire. Né à Kansas City, Missouri, Troop est apparu dans plus de 75 séries télévisées au cours de sa carrière prolifique, allant des années 1950 à la fin des années 2010. Il a étudié sous la direction de la légendaire professeure d'art dramatique Uta Hagen, grâce à une bourse avant de servir dans la guerre de Corée, où il a reçu une étoile de bronze. Troop a fait ses débuts à Broadway, 1957, dans Le Journal d'Anne Frank, avant de déménager à Los Angeles, 1958. Ses nombreux crédits télévisés incluent Star Trek, Mission Impossible, The Fugitive, Cheers, Frasier, Cagney et Lacey, Chips, Murder, She Wrote et The Wild Wild West. Ses apparitions au cinéma incluent Kelly's Heroes, The Devil's Brigade, Summer School et My Own Private Idaho avec River Phoenix et Keanu Reeves. Il a été marié à l'actrice Carole Cook de 1964 jusqu'à son décès 2023. Ensemble, ils ont reçu le LA Ovation Award pour l'ensemble de leur carrière 2002. Les survivants incluent son fils Christopher, sa belle-fille Becky, sa petite-fille Ashley et plusieurs nièces et neveux. Un véritable vétéran de la télévision dont le visage a orné d'innombrables salons à travers l'Amérique, Macaulay Carson Culkin est né le 26 août 1980 à New York, dans une famille qui allait devenir synonyme à la fois de succès extraordinaire et de dysfonctionnement profond. Troisième de 7 enfants nés de Kit Culkin, un ancien acteur de théâtre devenu un manager autoritaire, et de Patricia Brentop, une opératrice téléphonique, l'enfance de Macao n'a été rien d'ordinaire dès le début. Grandissant dans un appartement exigu d'une chambre à coucher dans l'Upper East Side de Manhattan, la famille Culkin vivait dans une pauvreté relative malgré les aspirations de Kit à la grandeur théâtrale. Kit Culkin, dont sa propre carrière d'acteur n'avait jamais décollé, voyait ses enfants comme des véhicules pour ses rêves non réalisés. Chunk 9. Il était notoirement contrôlant et manipulateur, considérant sa progéniture non pas comme des enfants à élever, mais comme des potentiels gagne-pain à exploiter. Dès son plus jeune âge, Macaulay a démontré un talent inné pour la performance. Son visage angélique, ses yeux expressifs et son charisme naturel l'ont fait se démarquer même parmi ses frères et sœurs, qui ont également été poussés dans l'industrie du divertissement. Kit a reconnu ce potentiel très tôt et a commencé à rechercher activement des opportunités d'acteur pour son fils lorsque Macaulay avait à peine 4 ans. La première expérience d'acteur professionnel du garçon est survenue 1988
lorsqu'il est apparu dans un petit rôle dans la pièce Off-Broadway Back Babies au Lincoln Center. Même à un âge aussi tendre, Macaulay a fait preuve d'une capacité remarquable à mémoriser des lignes et à les interpréter avec conviction. Sa performance a attiré l'attention des directeurs de casting et il a rapidement auditionné pour des publicités télévisées et de petits rôles à la télévision. L'enfance de Macaulay a été définie par un emploi du temps épuisant d'audition, de répétition et de performance, laissant peu de temps pour les activités normales de l'enfance. Alors que d'autres enfants de son âge jouaient dans les parcs ou assistaient à des fêtes d'anniversaire, il mémorisait des scénarios et perfectionnait son art sous la supervision incessante de son père. Le style de gestion de Kit était dur et impitoyable, traitant son jeune fils plus comme un employé que comme un enfant. La dynamique familiale a été encore compliquée par la relation instable de Kit avec Patricia. Bien que jamais mariés, ils sont restés ensemble pendant des années dans ce qui était souvent un partenariat tumultueux. Le stress lié à la gestion de la carrière naissante de Macaulay, combiné aux pressions financières et au comportement de plus erratique de Kit, a créé un environnement familial loin d'être stable. Malgré ces défis, le talent naturel de Macaulay a continué de briller. Sa capacité à transmettre des émotions complexes et son apparence photogénique l'ont rendu de plus recherché par les directeurs de casting. À l'âge de 8 ans, il était apparu dans plusieurs téléfilms et avait décroché son premier rôle important au cinéma dans Rocket Gibraltar, 1988, aux côtés de Burt Lancaster. L'expérience de travail sur Rocket Gibraltar a été à la fois exaltante et bouleversante pour le jeune acteur. Il était entouré de professionnels chevronnés et devait se débrouiller seul parmi des stars établies. Le film, bien qu'il n'ait pas été un succès commercial, a mis valeur le potentiel de Macao et a prouvé qu'il pouvait assumer des rôles plus importants. Alors que sa carrière commençait à prendre de l'ampleur, les pressions sur Macaulay se sont intensifiées. Kit est devenu encore plus exigeant, poussant son fils à auditionner pour des rôles plus importants et plus difficiles. L'enfance du jeune garçon a été de plus consommée par l'industrie du divertissement, sans grand souci pour son bien-être émotionnel ou psychologique. L'année 1990 s'avérerait être le moment charnière qui transformerait Macaulay Culkin d'un enfant acteur prometteur un phénomène mondial. À seulement 10 ans, il a décroché le rôle principal dans Maman, j'ai raté l'avion, une comédie qui définirait non seulement sa carrière, mais deviendrait également l'un des films les plus rentables de tous les temps. Le processus de casting pour Kevin McAllister a été long, avec des centaines de jeunes acteurs auditionnant pour le rôle. Mais la combinaison unique d'innocence et de malice de Macaulay a fait de lui le choix parfait. Maman, j'ai raté l'avion devait initialement être une comédie familiale modeste, mais elle a dépassé toutes les attentes lors de sa sortie novembre 1990. Le film, réalisé par Chris Columbus et écrit par John Hughes, raconte l'histoire de Kevin McAllister, 8 ans, qui est accidentellement oublié lorsque sa grande famille part précipitamment vacances de Noël à Paris. Ce qui commence comme un rêve d'enfant de liberté se transforme rapidement une bataille d'esprit lorsque 2 cambrioleurs, joués par Joe Pesci et Daniel Stern, tentent de cambrioler la maison supposément vide. La performance de Macao dans le rôle de Kevin était tout simplement extraordinaire. Il a réussi à porter tout le film sur ses petites épaules, faisant preuve d'un timing comique et d'une gamme émotionnelle remarquable. Chunk 10. Sa capacité à passer d'un enfant vulnérable à un cerveau rusé était impressionnante pour n'importe quel acteur, sans parler d'un enfant de 10 ans. La scène emblématique où Kevin se met de l'après-rasage sur le visage et crie est devenue l'un des moments les plus mémorables de l'histoire du cinéma, grande partie grâce à la réaction authentique et hilarante de Mako. Le succès du film a été sans précédent. Maman, j'ai raté l'avion est devenue la comédie d'action réelle la plus rentable de tous les temps.
rapportant plus de 476 millions de dollars dans le monde, contre un budget de seulement 18 millions de dollars. Il a détenu le record du film le plus rentable de 1990 et est resté dans le top 10 des films les plus rentables pendant plusieurs années. Plus important encore pour Macaulay, cela l'a établi comme l'enfant star le plus rentable depuis Shirley Temple. Le succès de Maman, J'ai raté l'avion, a catapulté Macaulay dans la stratosphère de la célébrité hollywoodienne. Soudain, il était demandé partout. Des émissions débats, des couvertures de magazines, des contrats de parrainage et des offres de films ont afflué. Cependant, ce succès a eu un coût personnel énorme. Kit Kin, enhardi par la nouvelle célébrité de son fils, est devenu encore plus contrôlant et exigeant, négociant des contrats de plus lucratifs tout maintenant, une emprise de fer sur la carrière et les finances de Macaulay. Suite au succès massif de Maman, J'ai raté l'avion. Macaulay est apparu dans Ma fille, 1991, un drame de passage à l'âge adulte qui a mis valeur ses capacités d'acteur dramatique. Jouant Thomas J. Sennett, le meilleur ami de Vada Sultenfuß, Anna Chlumsky. Macaulay a livré une performance à la fois touchante et déchirante. Le film traitait des thèmes de la mort, du premier amour et du passage à l'âge adulte, obligeant le jeune acteur à gérer un matériel émotionnel complexe. Son alchimie avec Chlumsky était naturelle et crédible, et la mort tragique de son personnage dans le film a laissé le public du monde entier larmes. Ma fille a prouvé que Macaulay était plus qu'un simple acteur comique. Il pouvait gérer des rôles dramatiques sérieux avec la même habileté. Le film a été à la fois un succès critique et commercial, cimentant davantage son statut de premier enfant acteur d'Hollywood. Cependant, les exigences émotionnelles du rôle combinées à la pression de se montrer à la hauteur de son succès précédent ont commencé à avoir des conséquences sur le jeune interprète. La suite inévitable Maman, J'ai encore raté l'avion, 1992, a suivi 2 ans plus tard. Bien qu'il ne soit pas aussi frais ou surprenant que l'original, le film a tout de même connu un énorme succès commercial, rapportant plus de 359 millions de dollars dans le monde. Macaulay a repris son rôle de Kevin Mallister, cette fois-ci séparé de sa famille à New York, au lieu d'être laissé à la maison. Le film présentait un humour burlesque similaire et des pièges élaborés, mais les critiques ont noté que la magie de l'original était difficile à recréer. Pendant cette période, Macaulay aurait gagné 4,5 millions de dollars par film, ce qui fait l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, quel que soit son âge. Cependant, l'emploi du temps intense et l'attention constante des médias commençaient à le fatiguer. Il travaillait presque constamment, avec peu de temps pour les activités normales de l'enfance ou les amitiés dehors de l'industrie. 1993, Macaulay a joué dans Le Bon Fils, un thriller psychologique qui a marqué un départ dramatique de ses rôles sans précédent. Jouant Henry Evans, un garçon apparemment innocent qui est fait un sociopathe dangereux, Macaulay a démontré son éventail tant qu'acteur tout essayant délibérément de se débarrasser de son image innocente. Chunk 11, le film, bien que n'ayant pas connu le même succès commercial que ses efforts précédents, a montré qu'il était prêt à prendre des risques et à défier les attentes du public. Casse-Noisette, 1993, et Seul papa à la maison, 1994, ont suivi, mais aucun n'a connu le succès de ses premiers films. Les critiques ont commencé à suggérer que Macaulay devenait surexposé, et le public semblait se lasser de le voir dans des rôles similaires. La pression pour maintenir son statut d'enfant chéri d'Hollywood était immense, et des fissures commençaient à apparaître à la fois dans ses performances et dans sa vie personnelle. La transition de l'enfant star à l'acteur adulte s'est avérée être l'une des périodes les plus difficiles de la vie de Macaulay Culkin,
marquée par d'importants problèmes de santé et des luttes très médiatisées contre la toxicomanie. Alors que les pressions de la célébrité, du dysfonctionnement familial et de l'industrie du divertissement s'accumulaient, Macaulay a commencé à montrer des signes des conséquences psychologiques et physiques que son enfance extraordinaire avait eues sur lui. Au milieu des années 1990, alors que Macaulay entrait dans son adolescence, les fissures dans sa façade apparemment parfaite ont commencé à s'élargir. L'examen constant des médias, combiné au comportement de plus erratique et contrôlant de son père, a créé un environnement de stress et d'anxiété extrême. Contrairement à de nombreuses stars enfants qui s'estompent progressivement des projecteurs, Macaulay avait été projeté dans une telle célébrité intense qu'il se sentait impossible de s'éloigner. Pourtant, continuer semblait tout aussi insupportable. Les premiers signes de problèmes de santé graves ont commencé à apparaître à la fin de son adolescence. Des rapports ont fait surface selon lesquels Macaulay luttait contre la dépression et l'anxiété, des conditions qui n'étaient guère surprenantes compte tenu des pressions contre nature auxquelles il avait été confronté depuis sa petite enfance. Le jeune homme, qui avait autrefois charmé le public du monde entier, était maintenant aux prises avec les conséquences psychologiques très réelles d'avoir grandi sous les yeux du public, sous le contrôle d'un parent exploiteur. 2004, Macaulay a été arrêté à Oklahoma City pour possession de marijuana et de substances contrôlées, notamment du Xanax et de l'Adderall, sans ordonnance. Cette arrestation a marqué le début d'une lutte très publique contre la toxicomanie qui allait faire les manchettes pendant plusieurs années. La photo d'identité judiciaire de cette arrestation montrait un Macaulay radicalement changé, mince, pâle et ne ressemblant guère à l'enfant angélique qui avait conquis les cœurs dans Maman. J'ai raté l'avion. Les problèmes de toxicomanie étaient symptomatiques de problèmes psychologiques plus profonds. Des amis et des associés ont rapporté que Macaulay utilisait des drogues pour faire face au traumatisme de son enfance et à la pression accablante de sa célébrité précoce. Les substances contrôlées trouvées lors de son arrestation suggéraient qu'il luttait contre l'anxiété et les problèmes d'attention, provenant peut-être des exigences intenses qui lui étaient imposées dès son plus jeune âge. Suite à son arrestation, Macaulay a conclu un accord de plaidoyer qui l'obligeait à payer des amendes et à recevoir des conseils matière de toxicomanie, mais ses problèmes étaient loin d'être terminés. Tout au long du milieu des années 2000, des photos de paparazzi le montraient fréquemment avec une apparence maladive et malsaine, alimentant des spéculations généralisées sur son bien-être physique et mental. Sa perte de poids spectaculaire est devenue un sujet d'intense examen médiatique, les tabloïds spéculant sur tout, des troubles de l'alimentation aux problèmes de drogue plus graves. La transformation physique était choquante pour ceux qui se souvenaient de l'enfant sain et dynamique de ces films. Le visage autrefois rond de Macaulay était devenu anguleux et creux. Son corps paraissait frêle et son apparence générale suggérait une personne aux prises avec de graves problèmes de santé. Des experts médicaux qui ont observé ses apparitions publiques ont spéculé qu'il pourrait être aux prises avec la malnutrition, le stress chronique ou les effets physiques de la toxicomanie à long terme. Des professionnels de la santé mentale ont depuis noté que les luttes de Macaulay étaient conformes à ce que vivent de nombreuses stars enfants. Une forme de traumatisme complexe résultant de la perte d'une enfance normale, de l'exploitation par les parents et les professionnels de l'industrie, et de la pression intense de maintenir une image publique, le calendrier de travail constant, le manque de développement social normal et l'exploitation financière avaient créé une tempête parfaite pour la détresse psychologique. Chunk 12. Au cours de cette période, Macaulay s'est largement retiré de la vie publique, ne faisant que des apparitions sporadiques et refusant la plupart des opportunités d'acteur. Ce retrait des projecteurs, bien que nécessaire pour son bien-être, a également conduit à une spéculation accrue sur son état. La fascination des médias pour son déclin était aussi intense que leur célébration précédente de son succès,
créant un stress supplémentaire et rendant la guérison plus difficile. Des amis de cette période ont rapporté plus tard que Macaulay était conscient de ces problèmes et tentait de les résoudre. Mais le processus était compliqué par la nature profondément enracinée de ces problèmes et l'attention continue du public. Contrairement aux particuliers qui peuvent se faire soigner anonymement, tous les aspects de son rétablissement étaient soumis à l'examen des médias et au jugement du public. Les problèmes de santé s'étendaient au-delà de la toxicomanie pour inclure ce qui semblait être une anxiété et une dépression chronique. Ses proches ont rapporté qu'il avait du mal à faire confiance aux gens, qu'il avait du mal avec les situations sociales et qu'il semblait souvent revivre le traumatisme de son enfance contrôlée. Le jeune homme, qui avait autrefois été confiant et charismatique devant les caméras, paraissait maintenant mal à l'aise et renfermé dans les lieux publics. Les professionnels de la santé, qui ont étudié des cas similaires à celui de Macaulay, notent que le rétablissement après un traumatisme aussi complexe nécessite généralement des années de thérapie et une restructuration complète de sa relation avec la célébrité, la famille et l'identité personnelle. Pour quelqu'un qui était sous les yeux du public depuis l'âge de 4 ans, développer un sens sain de soi distinct de son image de célébrité présentait des défis uniques. Les pertes personnelles que Macaulay Culkin a subies tout au long de sa vie ont été aussi profondes que déchirantes, chacune ajoutant une autre couche de complexité à sa relation déjà compliquée avec la célébrité, la famille et l'identité personnelle. Ces tragédies ont façonné non seulement sa vision du monde, mais aussi son approche des relations, ses choix de carrière et son éventuel cheminement vers la guérison et le rétablissement. La perte la plus dévastatrice dans la vie de Macao a peut-être été le décès de sa jeune sœur, Dakota Culkin, décembre 2008. Dakota, qui n'avait que 29 ans au moment de son décès, a été heurtée par une voiture alors qu'elle marchait dans l'ouest de Los Angeles. L'accident s'est produit lorsqu'elle a quitté un trottoir et a été heurtée par un véhicule, décédant instantanément de ses blessures. Cette perte soudaine et tragique a envoyé des ondes de choc dans toute la famille Culkin et a eu un impact particulièrement profond sur Macaulay, qui avait entretenu des relations étroites avec ses frères et sœurs, malgré les nombreuses luttes de la famille. Dakota travaillait comme assistante de production dans l'industrie cinématographique et avait joué de petits rôles dans plusieurs films, dont Le Père Noël est une ordure 3. Contrairement à son célèbre frère, elle avait largement évité les projecteurs, préférant travailler coulisses. Sa mort a été jugée accidentelle, mais la perte a dévasté Macaulay, qui était déjà aux prises avec ses propres démons personnels à l'époque. L'impact du décès de Dakota sur Macaulay ne peut être surestimé. Des amis et des membres de la famille ont rapporté qu'il était inconsolable pendant des mois après la tragédie. La perte a semblé approfondir ses luttes existantes contre la dépression et l'anxiété, et il s'est encore plus retiré de la vie publique. La mort d'une personne si jeune et pleine de potentiel a servi de rappel brutal de la fragilité et de l'imprévisibilité de la vie, des thèmes qui allaient plus tard influencer son travail artistique et sa philosophie personnelle. Dans les années qui ont suivi le décès de Dakota, Macaulay a rarement parlé de la perte, mais lorsqu'il l'a fait, il était clair que son décès l'avait fondamentalement changé. Il a décrit un profond sentiment de culpabilité. La culpabilité du survivant mélangée aux émotions compliquées d'être le membre de la famille qui avait atteint la célébrité et le succès financier, tandis que sa sœur était décédée si jeune et avec tant de potentiel non réalisé. La tragédie a également mis évidence la dynamique complexe au sein de la famille Culkin. Chunk 13. Malgré leur succès partagé dans l'industrie du divertissement, les frères et sœurs avaient subi divers degrés d'exploitation et de traumatisme aux mains de leur père. La mort de Kid Dakota a servi de force unificatrice pour les frères et sœurs survivants, les rapprochant alors qu'ils traitaient leur chagrin
et réfléchissaient à leurs expériences partagées, grandissant dans un environnement si inhabituel et souvent nuisible. Une autre perte importante dans la vie de Macao a été la détérioration et l'effondrement complet de sa relation avec son père, Kit Culkin. Bien que cela ne constitue pas une mort au sens traditionnel du terme, la perte de cette relation principale, aussi toxique qu'elle ait pu être, a représenté une profonde forme de chagrin pour le jeune homme. Le comportement contrôlant et exploiteur des enfants avait non seulement endommagé l'enfance de Macaulay, mais aussi sa capacité à nouer des relations saines à l'âge adulte. Les batailles juridiques entre Macaulay et son père pour le contrôle de ses gains et de ses décisions de carrière ont créé un fossé qui ne se comblerait jamais complètement. Lorsque Macaulay a intenté une action justice pour destituer son père tant que gestionnaire et prendre le contrôle de ses propres finances, cela a représenté à la fois une étape nécessaire vers l'indépendance et la rupture finale d'une relation père-fils déjà troublée. Le bilan émotionnel d'avoir à combattre légalement son propre parent, quelle que soit sa nécessité, a ajouté une autre couche de traumatisme au paysage psychologique déjà compliqué de Macao. La perte de son innocence infantile et de ses expériences de développement normal, bien qu'elle ne soit pas une mort traditionnelle, a représenté une autre perte profonde qui a continué d'affecter Macaulay tout au long de sa vie d'adulte. Contrairement à d'autres formes de traumatisme qui surviennent à des moments précis, cette perte a été continue et omniprésente, affectant tous les aspects de son développement, de la petite enfance à l'adolescence et jusqu'à l'âge adulte. Le décès d'amis proches et de mentors de l'industrie du divertissement a également eu des conséquences néfastes sur Macaulay. La perte du réalisateur John Hughes, qui avait joué un rôle déterminant dans son succès précoce et qui avait servi quelque sorte de figure paternelle pendant le tournage de Maman, J'ai raté l'avion, a été particulièrement difficile. Hughes avait compris la position unique de Macao, tant qu'enfant star, et avait essayé de le protéger de certaines des pratiques les plus exploitatrices de l'industrie. Ces pertes accumulées ont créé ce que les psychologues pourraient en reconnaître comme un deuil compliqué, une forme de deuil qui s'enlise ou se prolonge, raison de la nature multiple et chevauchante des pertes et des vulnérabilités existantes de l'individu. Pour quelqu'un qui avait déjà subi un traumatisme important au cours de ses années de formation, chaque perte subséquente semblait aggraver les effets des précédentes. L'impact de ces pertes sur la santé mentale de Macao et ses problèmes de toxicomanie ne peut être séparé de son parcours de rétablissement global. Les conseillers deuil, qui travaillent avec des personnes qui ont subi des pertes multiples, notent que la guérison nécessite généralement de traiter chaque perte individuellement, tout comprenant comment elles s'interconnectent et s'influencent mutuellement. Ces dernières années, Macaulay a parlé plus ouvertement de la façon dont ces pertes ont façonné sa perspective sur la vie, les relations et ce qui compte vraiment. Les décès et les ruptures qu'il a connues ont contribué à son intérêt plus récent pour les relations authentiques, l'épanouissement créatif et le bonheur personnel, plutôt que le succès professionnel ou la reconnaissance publique. Aujourd'hui, Macaulay Culkin représente l'une des histoires de rétablissement et de transformation personnelle les plus remarquables d'Hollywood. Après des années de lutte contre les conséquences de la célébrité infantile, des traumatismes familiaux et de la toxicomanie, il est devenu une personne plus saine et plus ancrée, qui a réussi à redéfinir sa relation avec son passé et son avenir. Son parcours d'ancien enfant star troublé à adulte, satisfait, représente un triomphe de résilience et d'autodétermination. Le changement positif le plus important dans la vie récente de Macao a été sa relation avec l'actrice Brenda Song, qu'il a commencé à fréquenter vers 2017. Song, connue pour son travail dans les productions de Disney Channel et plus récemment dans des rôles dramatiques, a fourni à Macaulay le partenariat stable et solidaire qui avait manqué à sa vie pendant si longtemps. Leur relation semble être basée sur le respect mutuel, les expériences partagées dans l'industrie du divertissement et une profonde compréhension des pressions uniques qui accompagnent la célébrité précoce.
Avril 2021, le couple a accueilli son premier enfant ensemble, un fils nommé Dakota Song Kulkin, l'honneur de la défunte sœur de Macao. La naissance de son fils a marqué un tournant profond dans la vie de Macao, lui donnant un nouveau sens à la vie et un nouveau sentiment de responsabilité. Il a parlé de la façon dont devenir père a changé sa perspective sur tout, de ses choix de carrière à ses priorités personnelles. La décision de nommer son fils d'après Dakota démontre son engagement continu à honorer la mémoire de sa sœur, tout construisant un avenir positif. La vie de famille a apporté à Mako une stabilité et une joie qui étaient notoirement absentes au cours de ses premières années. Chunk 14. Des amis et des associés rapportent qu'il est profondément dévoué à son rôle de père et de partenaire, abordant ses relations avec la même intensité et le même engagement qu'il a autrefois apporté à sa carrière d'acteur. Ce bonheur domestique lui a fourni une base à partir de laquelle il peut poursuivre des projets créatifs qui l'intéressent réellement, plutôt que d'accepter simplement des rôles pour des raisons financières. Sur le plan professionnel, Macaulay a été sélectif quant à son retour au métier d'acteur, choisissant des projets qui correspondent à ses intérêts et à ses valeurs personnelles, plutôt que de tenter de retrouver son succès d'enfance. Son apparition dans American Horror Story Double Feature 2021 a marqué un retour significatif à la télévision grand public, où il a joué Mickey, un personnage pâle et mystérieux qui lui a permis de mettre valeur ses talents d'acteur tout jouant à contre-emploi. Le rôle a été bien accueilli par les critiques et le public, prouvant qu'il pouvait toujours offrir des performances convaincantes lorsqu'on lui donnait le bon matériel. Son podcast, Bunny Ears, qu'il a lancé 2018, est devenu un exutoire créatif réussi qui lui permet d'explorer son sens de l'humour et ses commentaires sur la culture pop sans les pressions des apparitions médiatiques traditionnelles. Le podcast, ainsi que le site web qui l'accompagne, donnent à Mako un contrôle créatif total sur son contenu et ont attiré un public dévoué qui apprécie son humour irrévérencieux et son point de vue unique sur la culture des célébrités et la vie moderne. Macaulay s'est également aventuré dans d'autres activités créatives, notamment son groupe, The Pizza Underground, qui interprète des parodies sur le thème de la pizza de chansons de Velvet Underground. Bien que le groupe puisse sembler être un numéro de fantaisie, il représente son désir de s'engager dans des activités créatives uniquement pour le plaisir, plutôt que pour le succès commercial. Cette approche de la créativité, qui consiste à faire les choses parce qu'elles apportent de la joie plutôt que parce qu'elles sont censées être rentables, représente un changement important par rapport à son expérience d'enfance où chaque décision créative était filtrée par des considérations commerciales. Sa santé physique s'est considérablement améliorée ces dernières années. L'apparence maladive et malsaine qui inquiétait les fans et les médias pendant sa période difficile a été remplacée par une apparence plus saine et plus robuste. Il semble avoir réussi à résoudre ses problèmes de toxicomanie et à parler de l'importance de la thérapie et de l'aide professionnelle dans son processus de rétablissement. Bien qu'il maintienne sa vie privée sur les détails spécifiques de son traitement, son apparence améliorée et son comportement général suggèrent qu'il a trouvé des moyens efficaces de gérer les défis psychologiques qui l'avaient auparavant submergé. L'approche de Macaulay à la célébrité a également considérablement évolué. Plutôt que d'éviter complètement l'attention du public ou de la courtiser désespérément, il semble maintenant avoir trouvé un juste milieu où il peut s'engager avec son statut de célébrité selon ses propres conditions. Il fait des apparitions publiques sélectives, donne des entrevues occasionnelles et maintient une présence sur les médias sociaux qui semble authentique plutôt que fabriquée ou trop soignée. La relation avec ses frères et sœurs survivants semble s'être renforcée au fil des ans, particulier alors qu'ils ont tous travaillé à guérir de leurs expériences d'enfance partagées. Le traitement collectif de leur traumatisme par la famille Kulkan, bien que privé,
semble avoir créé des liens plus forts entre les frères et sœurs qui comprennent les expériences des uns et des autres d'une manière que les étrangers ne peuvent pas. Plus important encore, peut-être, Macaulay a développé ce qui semble être une perspective saine sur son succès passé et sa vie actuelle. Plutôt que d'être amer au sujet de son enfance perdue ou obsédé par la recapture de sa célébrité précoce, il semble avoir accepté sa trajectoire de vie unique et a trouvé des moyens de construire un sens et un bonheur, malgré les circonstances inhabituelles de son éducation. Son intérêt pour la famille, les relations authentiques et l'épanouissement créatif représentent ce que beaucoup considèrent comme un modèle pour la façon dont les anciennes stars enfants peuvent réussir leur transition vers une vie adulte saine. Pour l'avenir, Macaulay semble se concentrer sur le fait d'être présent pour sa famille, tout poursuivant sélectivement des projets créatifs qui l'intéressent. Son histoire sert à la fois de mise-garde contre les dangers de la célébrité infantile et d'exemple inspirant de la façon dont il est possible de surmonter même les circonstances les plus difficiles avec le bon soutien, l'aide professionnelle et la détermination personnelle. À 44 ans, Macaulay Culkin est passé avec succès de l'enfant star le plus célèbre d'Hollywood à un adulte satisfait qui a appris à définir le succès selon ses propres termes plutôt que les attentes de la société.